Merci beaucoup d'être de retour. On a notre table ronde maintenant. 45 minutes pour parler de la place des femmes et des jeunes filles dans ce monde de l'ingénierie et puis surtout dans les filières de formation. Alors, les métiers de l'ingénierie, je pense que c'est évident pour tout le monde. Ce sont des métiers passionnants, ce sont des métiers essentiels et ce sont, pour la plupart d'entre eux, des métiers rémunérateurs. Eh bien, malgré tout cela, il manque 20 000 ingénieurs chaque année en France et 60 000 techniciennes et techniciens en France chaque année, encore une fois. Et parallèlement, il y a peu de jeunes filles finalement qui empruntent ces filières, qui empruntent ces voies de l'ingénierie. C'est une perte de chance pour elles parce que ce sont des métiers passionnants, ce sont des métiers rémunérateurs pour un grand nombre d'entre eux. Et c'est une perte de chance pour notre pays, pour l'activité économique de ce pays. Et je crois, et d'ailleurs peut-être que vous avez cherché le chiffre, Xavier Gauchard, il va nous dire, Xavier Gauchard va nous dire combien, c'est le Conseil économique et social, hein, le Conseil d'analyse économique, c'est ça, qui a calculé quelle était la perte de chance avec ce nombre de jeunes filles qui n'empruntent pas, quelle est la conséquence plutôt sur l'activité économique. Ça se chiffre en milliards d'euros, peut-être bien plus que des milliards d'euros. Alors pourquoi un tel état de fait? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On a 45 minutes. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va se parler franchement, on va aller directement droit au but et on va le faire avec nos trois intervenantes et intervenants. Donc je vais vous présenter. Donc Xavier Gauchard, vous êtes de l'Inspection générale de l'enseignement supérieur du sport et de la recherche. Anne de Cany de l'association Femmes Ingénieurs, je vais prendre plus de temps pour vous présenter après. Et puis Céline Ternon, enseignante-chercheuse dans une école d'ingénieurs. Alors Céline Ternon, commençons avec vous. Donc, vous êtes enseignante-chercheuse en nanomatériaux et en nanotechnologie. Vous enseignez la physique quantique et la microélectronique dans un laboratoire, le LMGP, à Grenoble. Et donc, vous exercez dans une école d'ingénieurs qui s'appelle Grenoble INP. Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle? Felma. Pardon? Felma, de Grenoble INP. L'école, c'est Felma. Felma, d'accord. Grenoble INP, Felma, ok, excellent. Et vous êtes aussi lauréate, pour qu'on vous situe, lauréate d'un prix qui est le prix Irène Joliot-Curie. Vous avez reçu un prix spécial de l'engagement pour votre action, justement, en faveur des jeunes filles. Hein. Vous avez reçu un prix dans ce domaine-là, exactement. Et vous êtes aussi vice-présidente de l'association Parité Sciences. Parité Sciences. Donc, vous êtes engagée dans ces sujets-là, vous les connaissez bien. Dans votre école, prenons l'exemple de votre école, on aurait même peut-être pas dû la citer, peu importe, c'est votre école ou c'est une autre. Non mais c'est vrai, elles se ressemblent beaucoup, quoi. Du point de vue du nombre de jeunes filles. Il y a combien de jeunes filles dans votre école? Dans notre école, on est à 24% à peu près. 24%, ça correspond à ce qu'on rencontre habituellement dans les écoles d'ingénieurs, hein, n'est-ce pas, Xavier Gauchard? Ouais, grosso modo, c'est à peu près ça, ok. 24%, et ça stagne, ça évolue, ça explose, ça quoi? Ça stagne. Ça stagne. Depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, ça stagne. OK. Qu'est-ce que ça vous inspire comme sentiment? Et ben pour moi, c'est désespérant. Désespérant. Désespérant, ouais, de voir que ça ne bouge pas malgré tout ce qu'on fait, malgré les actions et malgré le nombre de places qui augmente aussi. Donc du coup, c'est dramatique parce que c'est pas beaucoup. Et ouais, c'est dommage que ça bouge pas. Et que Dramatique ça stagne. pour qui alors et pourquoi? Pour la société, pour tout le monde. Pour la société, pour tout le monde. Tout à fait. Ok, d'accord. Donc ça stagne. Et alors vous êtes en particulier responsable d'une filière. Donc ça veut dire qu'au bout d'un an, ces jeunes gens qui sont dans cette école d'ingénieurs vont choisir une spécialisation. Et vous leur dites, venez faire de la physique quantique. Et alors avant que vous arriviez, combien il y avait de personnes? Donc on a 24% en entrée. Et dans la filière physique quantique, il y avait combien de personnes avant que vous arriviez? Combien de jeunes filles, pardon? 6%. 6% de jeunes filles. Donc on passe de 24% à 6%, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on vous dit. Quand vous arrivez, on vous dit, d'accord, mais... Et c'est vrai, au fond, la physique théorique, on sait bien, en fait, ça n'intéresse pas les filles. Ben non, c'est bien connu. Hein, d'accord. Bon, d'accord. Donc, alors, je passe à Xavier Gauchard. Non, c'était pour rire, Xavier Gauchard. Non, alors attendez, c'est ça qu'on vous dit? Oui. On nous disait, elles vont ailleurs. Si elles ne viennent pas, c'est qu'elles ne veulent pas venir. Et elles vont plutôt dans la filière biomède. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est vrai. Il y a quand même, dans le mot. On voit beaucoup de jeunes filles dans le domaine de la biologie, de la santé, du care, etc.
Mais alors attendez, donc qu'elles ne sont pas faites pour la physique théorique, c'est ça qu'on vous dit? Qu'elles n'ont pas envie. Elles n'ont pas envie, c'est ça. On vous dit aussi, écoute, Céline, si elles ne veulent pas venir, on ne peut pas les forcer non plus. Bah non, déjà, elles sont à l'école d'ingénieur, c'est bien. C'est bien. Bah, elles Il sont faut là. déjà être Elles content. sont pas perdues, quoi. Alors pourquoi ça vous embête quand on vous dit ça? C'est quoi votre réaction là? Et bah, ma réaction quand j'ai pris la filière, c'était de dire, ben non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le même chiffre au moins qu'en entrée en première année. Alors oui, il y en a beaucoup qui s'en vont dans la filière biomède parce que bio rapporte votre soin à la personne, etc. C'est mieux pour les filles. Mieux dans quel sens? Attends, j'ai pas compris là. Eh ben, elles y vont. Comment? Elles y vont. Oh, d'accord. C'est socialement accepté et reconnu que les métiers du soin à la personne et de la santé sont acceptables pour les femmes qui doivent s'occuper des autres, c'est bien connu. Donc c'est la pression sociale, toute la société qui finalement exerce une pression sans qu'on le veuille, sans que quelqu'un ait poussé sur un bouton, mais en fait... C'est ça. D'accord. En gros, les métiers en lien avec le soin sont les métiers qui sont stéréotypés pour les femmes, on va le dire, qui sont reconnus dans la société. Et si en plus ces jeunes femmes veulent avoir des métiers rémunérateurs, quand même, elles ont cette envie parfois, et bah, du coup elles vont dans soit l'ingénierie en lien avec la biologie, l'agriculture, l'environnement, cosmétique également, la chimie, parce que la chimie c'est comme la cuisine, c'est un peu pareil. J'ai une formation en chimie des matériaux. Et médecine, après. Donc, elles ne vont pas vers la physique quantique spontanément. Elles sont 24% en première année. Elles étaient 6% dans votre filière physique quantique. Et maintenant, elles sont combien depuis quelques années que vous avez repris cette filière? Alors, la filière, c'est ingénierie physique pour la photonique et la microélectronique. Donc, on a une partie physique quantique, effectivement. D'accord. Donc, c'est photonique, microélectronique et physique théorique. Donc 6% quand je suis arrivée à la filière en 2017 et cette année on est à 30%. 30%? 30%. Attendez, on est là pour se dire on a peut-être besoin d'un peu plus de jeunes filles. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir quelques applaudissements pour Céline Ternon, s'il vous plaît? Alors attendez, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi il y a 30%? On vous dit qu'elles sont faites pour la biomède et elles vont en physique quantique, en photonique, électronique. On fait de la physique quambiotique. Non. On a mis en place des éléments simples. On a arrêté de dire que c'était aux filles de changer, parce que c'est pas aux filles de changer. On a arrêté de leur dire qu'il fallait qu'elles se bougent. En fait, on a arrêté de leur parler. Arrêté de leur parler? Spécifiquement à elles. Ah ouais? On a arrêté d'aller... moi, prosélytisme, c'est pas mon truc. D'accord. Je suis pas capable d'aller chercher les gens et de leur dire non, mais si, viens, tu vas voir, c'est génial. Non. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. On n'arrive pas avec ses gros sabots en disant tu connais pas la physique, mais c'est bien, tu continues. Les filles, on en manque de filles. Ce serait bien que tu viennes dire il en manque de filles. Il en faut un peu. D'accord. Il y en a qui aiment faire ça et qui sont capables et c'est leur métier, etc. Mais moi, vous avez l'air de dire que ça marche pas. Pas assez. D'accord. Donc nous, on a commencé par s'adresser à toutes et à tous, directement, sans inclure le masculin neutre du français. Donc on s'est adressé vraiment aux filles et aux garçons dans toutes nos communications, au féminin, au masculin. Alors au début, ça... C'est-à-dire qu'on parle aussi bien aux filles qu'aux garçons et à chaque fois, on dit... Les étudiants et les étudiantes. Et à chaque fois, en cours, je dis les uns et les unes. Ou à chaque fois, en communication, je dis que... les étudiants, les étudiantes, etc. Systématiquement. Systématiquement. Et ça change quelque chose dans l'esprit des jeunes filles, à votre avis? 30%. Voilà. Bon, d'accord. C'est-à-dire que finalement, alors c'est quoi? Donc ça veut dire, si ça marche, c'est-à-dire que vous avez découvert, enfin je ne sais pas si c'est découvert parce que c'est connu en même temps, mais vous démontrez qu'il se passe quelque chose là. Dans leur esprit, c'est quoi? C'est qu'elles se sentent incluses justement, elles se sentent attendues? Tout à fait. Alors en fait, moi, la révélation, je l'ai eue un jour où j'ai lu un article écrit au féminin masculin. C'est quoi le féminin masculin? Avec les deux, c'est ça? Avec les deux. Et là, en plus, c'est avec le point médian, cet article-là. J'étais anti-point médian. À l'époque, j'étais là, oh mon Dieu, c'est quoi cette écriture? C'est affreux. Et j'ai lu un article engagé sur les prisons, sur l'engagement en prison pour aller voir les prisonniers. Et pour la première fois de ma vie, j'ai lu l'article au féminin. Comme il y a les deux, on ne lit pas les deux. On lit au genre qui nous intéresse, systématiquement. En tout cas, moi, les articles féminins, masculins, j'ai lu au féminin. Et là, je me suis sentie impliquée. Et c'est la première fois de ma vie que je me sentais impliquée dans un truc que je lisais, un article de journal.
Là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est Donc, passé? c'est votre expérience personnelle qui vous a dit, mais il faut que je le fasse moi-même, quoi. Bah oui, D'accord. je m'étais jamais sentie impliquée dans un sujet qui ne me concerne pas. Et là, je lis au féminin et je me dis, ah bah tiens, ça me concerne. Alors peut-être que le masculin neutre ne me concerne pas du tout. Bah oui, c'est ça. C'est que, en fait, quand on dit un étudiant, l'image qu'on projette dans la tête, c'est forcément... Enfin, je vous dis, un étudiant sur deux va faire je ne sais pas quoi. Bah, quelle image est-ce que ça projette dans votre esprit? Qui est-ce que vous voyez dans votre esprit, dans votre tête? Quelle image j'ai projetée dans votre cerveau en disant ça? J'imagine un garçon et pas une fille. Enfin, ça, c'est démontré. Il y a des études IRM qui montrent, quand on dit la phrase les techniciens sortent de la salle blanche, l'une d'entre elles prend la parole. À l'IRM, le cerveau, il marque un temps d'arrêt parce qu'il ne comprend pas la phrase. La construction est fausse. Alors qu'en fait, non. Alors, donc ça, on dit... comment est-ce que vous appelez ça vous avez utilisé les deux genres, c'est quoi l'expression que vous avez utilisée? Adresse à toutes et à tous. Oh, à tous, bon, ok, toutes et tous. On peut Aussi, dire à tous aussi, mais quand vous présentez la filière, vous le faites à deux, donc vous et un homme. c'est ça. On est deux responsables de filière. On vient systématiquement tous les deux, on s'exprime tous les deux de manière équilibrée pour tout le monde. Et on donne des exemples de carrière quand on présente la filière aux étudiants et aux étudiantes. Et dans les exemples de carrière, on doit présenter 3 personnes, 2 femmes et un homme. Et donc, voilà, vous systématiquement, vous présentez des images de jeunes filles. Bon. Et ça, c'est une grande part, finalement, de la réussite de votre action. C'est une grande part de l'action. Une autre action, ce sont des conférences industrielles que l'on donne pour la préorientation à la filière. Et là, pareil, on essaye de faire venir moitié femmes ingénieurs, moitié hommes ingénieurs pour présenter les métiers. Xavier Gauchard, alors vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche au sein du collège expertise disciplinaire et pédagogique groupe mathématiques. Bon, c'est beaucoup de choses. On va comprendre, chaque ministère a une inspection générale qui évalue les politiques publiques. Donc il y a 6 collèges et vous êtes dans un collège vraiment spécialisé mathématiques qui va de la maternelle à l'université. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est que vous avez participé à un rapport qui a été remis récemment, qui a été mené avec l'Inspection générale des finances, qui s'appelle « Filles et mathématiques, lutter contre les stéréotypes, ouvrir le champ des possibles ». Que dit ce rapport? Et alors, est-ce que ce que dit Céline Ternon, vous y retrouvez? Ah oui, tout à fait, oui. Donc, nous avons fait ce rapport avec l'Inspection générale des finances parce que c'est une problématique économique, hein, vous en parliez tout à l'heure, hein, une réelle, cet écart de rémunération qu'il y a dans ces métiers-là par rapport aux autres métiers induit un écart de rémunération globale entre les femmes et les hommes. Donc c'est quelque chose qui est quand même symboliquement important. Et puis le fait qu'il y ait des besoins et qu'il y ait une partie de la population qui n'y va pas est problématique. La question, c'est pourquoi on est à 30%, 25%, 30%, bon, ça augmente, mais très lentement. 25% de jeunes filles qui... Voilà, alors, nous, on a appelé ce thème, dans le rapport, les disciplines qui ont ce taux de femmes dans leurs études. Sciences, technologie, Oui, c'est engineering. Ingénierie et mathématiques, physique, chimie, informatique. Okay, dedans ne sont pas d'autres sciences, qui sont pourtant tout à fait des sciences, mais pour lesquelles il y a égalité dans les profils. Donc, vous avez regardé ça, voilà. 150 études scientifiques qui ont été menées. Voilà, c'est ça votre rapport. Vous avez fait une sorte de méta-analyse. Quelle est la cause majeure de ce gap, si je puis dire? Donc, est revenue régulièrement la puissance des stéréotypes. Les stéréotypes, c'est ce que tout un chacun fait en classant un peu les personnes. Et il y a des stéréotypes puissants, dont celui... les filles ne sont pas faites pour les mathématiques, l'ingénierie, ce n'est pas fait pour les femmes. C'est des choses qui sont très puissantes, qui sont vraiment ancrées. Et dans certaines situations, ils reviennent au grand galop et peuvent générer de la non-envie, alors que finalement on est... La non-envie de la part des jeunes filles. Oui, de la personne. Est-ce que ces stéréotypes, on en a conscience? Est-ce que, par exemple, les jeunes filles ne sont pas faites pour les mathématiques? Imaginons cette phrase-là. Ça, c'est quelque chose que je ne prononcerai pas. Mais est-ce que, à votre avis, je suis quand même porteur de ces stéréotypes? C'est-à-dire que dans mes actions de tous les jours et de façon inconsciente,
je vais quand même avoir un comportement qui va amener à porter ce discours ou cette action, à empêcher une jeune fille d'aller vers les mathématiques, par exemple, si je suis prof de maths? Oui, on a vu dans les rencontres qu'on a eues pendant ce rapport de nombreuses retours de sexisme, ce qu'on appelle de sexisme ordinaire, du type des filles qui nous disaient oui, quand on parle, quand on répond à la question, le prof, ça lui arrive de dire bah alors les garçons, c'est quand même pas une fille qui va trouver la réponse. Non. Donc là, on renforce, ça existait quoi. Donc alors ça passe carrément dans les mots. Ça, c'est ce que j'appelle le sexisme qui passe dans les mots là, c'est clair. Voilà, donc ça fait mal. Ça fait mal, parce que ça renvoie à l'idée que finalement je ne suis pas légitime ici et je n'ai rien à y faire. Et donc c'est pour ça que par rapport à ce qui était dit tout de suite, on est tout à fait d'accord. L'idée c'est de créer un environnement qui soit égalitaire, qui soit le même pour toutes et tous, qu'on ne fasse pas de distinction et qu'on ne renforce pas cette idée que ce serait un domaine réservé aux garçons et aux hommes. Donc il y avait la puissance de la société, mais il y a aussi les individus qui, individuellement, peuvent produire cette ambiance, je dirais, de discrimination, finalement. Oui, tout à fait. C'est très puissant. Il y a des études, dont celle qui a été évoquée tout à l'heure, mais il y a des études aussi où on montre à des enfants très tôt des images où Lucas fait le repassage, et la réponse des enfants, Lucas, elle repasse des chemises. Voilà, aussitôt, comme le blocage cérébral. Donc c'est quelque chose qui est impliqué. Il y a des catégories, et quand on est dans ces catégories-là, on s'en sort pas. Et c'est délétère à un moment donné où on doute. Par exemple, en classe, un 12 dans une discipline des STEM n'aura pas le même impact pour quelqu'un qui s'y sent légitime que pour quelqu'un qui s'y sent pas légitime. Donc quelqu'un qui s'y sent légitime, mettons un garçon peut-être, plus va dire c'est parce que j'ai pas travaillé, je vais faire mieux la prochaine fois, et une fille ou quelqu'un qui s'y sent pas légitime va dire oui, mais c'est parce que je ne suis pas fait pour ça, c'est normal. Et puis j'ai vraiment une mauvaise note. Donc il y a vraiment un retour qui est marquant. Et puis il y a aussi le fait que ces situations-là génèrent aussi de la sous-performance, mais ça c'est aussi montré par d'autres études. Alors il y a eu ce rapport important qui a été remis, et il y a un plan gouvernemental qui a été réalisé qui s'appelle Filles et Maths, consacré aux filles et aux maths pour aider justement à leur intégration, et on va revenir évidemment sur les points dans ce rapport. Mais avant cela, peut-être qu'on peut continuer avec vous, Anne de Cany. Vous êtes vice-présidente d'une association qui est l'association Femmes Ingénieurs. Et vous êtes aussi, vous travaillez dans une école d'ingénieurs qui est spécialisée dans les transports, l'automobile, l'aéronautique, qui s'appelle l'ESTACA, où vous êtes directrice prospective relations institutionnelles. Et puis vous avez aussi travaillé dans une autre école d'ingénieurs avant cela. Alors comment est-ce que vous avez envie de réagir à tout ce qui se dit là? Vous vous y retrouvez? C'est la puissance des stéréotypes qui explique en grande partie le décalage, le faible nombre de jeunes filles dans nos filières? Alors effectivement, bonjour à tous et à toutes. Concernant les stéréotypes, on le voit bien, puisqu'en fait, nous intervenons, alors je dis 2 mots de l'association Femmes Ingénieurs, et justement, ça permettra d'illustrer le propos. C'est que nous sommes une association qui existe depuis 1982, donc voilà, on a quelques années quand même d'expérience et de comparaison sur le terrain. Et on a en fait 2 grands volets d'action. Le premier volet, c'est en milieu scolaire, essentiellement collège, lycée, et aussi un peu enseignement supérieur, parce qu'on se rend compte que c'est important aussi d'intervenir à ce niveau-là. Et le deuxième volet, c'est vraiment d'accompagner les femmes ingénieurs dans leur carrière professionnelle en les valorisant par différentes actions, que ce soit des participations à des prix, des trophées, des prises de parole et autre chose. Et nous travaillons avec beaucoup d'autres collectifs, associations. Moi, je vais vous demander dans quelques instants qu'est-ce que vous faites dans cette association. Mais avant ça, quand même, cette puissance des stéréotypes. Alors, je vais revenir là-dessus. C'est ça le nœud, à votre avis? C'est un des nœuds importants? Alors, tout à fait. Et je peux donner un exemple très concret. C'était Noël dernier. Je passe dans un hypermarché pour faire des courses classiques. Et dans une allée centrale, je vois tout un empilement de jeux de construction en bois
Bon, ce n'était pas des cas plats, c'était autre chose. Et je vois que c'est un jeu de construction fabriqué en France, le petit logo tricolore. Je regarde d'un peu plus près, je vois une seule photo, et c'était un petit garçon. Donc voilà, les stéréotypes, ça c'est il y a moins d'1 an. Il y a quelques années, un petit peu plus en arrière, mais c'est moins de 10 ans. Là, c'était, je cherchais un jouet de type boîte d'expérience, etc., chimie, etc. Pour l'une de vos filles, je suppose. Là, c'était pour une de mes nièces. Ah, de Je vos me suis nièces, dit, d'accord. on va faire un effort, on va chercher quelque chose où elle puisse se projeter. Eh bien, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une boîte où il y ait une figure de fille. Et quasiment toujours sur le dessus, on avait une omniprésence de figures de garçons. Donc voilà, c'est un exemple de stéréotype. Le stéréotype puissant dans la société Et tout en petit, général. dès tout petit. C'est ça, et dès tout petit. Et donc, Céline Ternon indiquait une des grandes idées qui paraît à la fois toute simple et pas si simple, parce que si on écoute les discours de ce matin, bah, finalement, ils ne féminisaient pas tellement. Je ne sais pas si vous étiez là ce matin, mais enfin, voilà, ça manquait un peu de féminisation peut-être. Est-ce qu'à votre avis, ça c'est un des leviers importants pour que les femmes, les jeunes filles se sentent davantage incluses? Alors là, complètement d'accord. Par exemple, j'ai un petit peu de mal avec, je respecte, hein, les femmes qui, on va dire, une certaine expérience et qui gardent le titre de directeur quand elles sont directrices dans une entreprise typiquement industrielle. Si elles étaient dans une école maternelle, je pense que ça ne leur reviendrait même pas à l'esprit de s'appeler directeur en école maternelle. Donc là, je trouve ça un petit peu dommage. Et je peux donner aussi un exemple concret. Dans l'école d'ingénieur où je travaille, j'ai commencé à y travailler en 2021. Et en arrivant, on lançait une nouvelle formation. Et je me suis dit, mais c'est l'occasion, dans la plaquette, de mettre l'accent que ça s'adresse aux femmes et aux hommes. Ça a été accepté. Mais c'est vrai, le premier réflexe a été de dire « Ah bon ? Ah bon ?» Ben non, je pense que c'est vraiment très important. C'était quand ça? C'était 2021. Ah ouais. Donc c'était juste Il y a 4 ans. hier, avant-hier. Bon, et maintenant, est-ce que c'est davantage passé dans les mœurs? Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de débats sur ce qu'on appelle l'écriture inclusive, finalement. Alors, l'écriture inclusive, il y a le point, comment on l'appelle, le point médian, hein, qui est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu... C'est qu'un outil. On est pas Oui, obligé. c'est qu'un outil, voilà, c'est ça. On peut le Mais à la laisser de limite, côté. on peut très bien écrire étudiant et étudiante en toutes lettres. Il n'y a pas besoin du point Ou médian. de trouver des formules, je crois qu'on appelle épicènes, où en fait un terme des personnes, par exemple, voilà, on ne sait pas si ce sont des hommes Des ou des personnes, femmes. d'accord. Voilà. Non, mais ça dépend dans quel contexte on utilise les termes. Mais je pense que dans un établissement d'éducation, d'enseignement supérieur, hein, puisqu'on en parle en particulier, là c'est bien d'utiliser à la fois étudiant, étudiante ou étudiante, étudiant, enfin bon, peu important. Et pour la petite histoire, l'association Femmes Ingénieurs s'appelait Femmes Ingénieurs RS. Il y a encore quelques années. Et en fait, on a profité de ce que l'Académie française s'est penchée un petit peu plus sur le sujet de la féminisation des noms de métiers pour justement changer le nom de notre association. Oui, parce qu'il faut savoir que l'Académie française trouve très très bien de féminiser les noms de métiers. Et que dans l'histoire, il y a quelques siècles, je me demande si c'était pas au Moyen-Âge, etc., mais c'était extrêmement courant que les femmes aient des noms féminins pour les métiers qu'elles exerçaient. Oui, puis je crois qu'il y avait une question d'accord en fait aussi. Hein. Là, on a dit il y a un certain temps déjà, on dit la règle, c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin, peu importe s'il y a 99 femmes et un homme ou l'inverse. Hein. Mais je crois que dans des temps plus anciens, si le terme féminin était en dernier, alors l'accord se faisait avec le féminin. Et l'inverse quand c'était masculin. Alors, je ne sais pas si des questions ont été posées via le QR code ou si le QR code a même été projeté. Moi, on ne m'envoie pas de questions pour l'instant, mais je pense qu'on ne peut pas avoir un sujet comme celui-là sans qu'il y ait un peu de débat, un peu de réaction, que vous nous racontez. Soit vous avez une question, soit vous avez envie de
partager une histoire qui vous est arrivée, qui vous paraît intéressante. Mais voilà, je viens jusqu'à vous, je vous apporte un petit micro, et puis on va discuter quand même. Ça vous embête que je vous prenne le micro, parce que là, on en a juste 3. Voilà, qui voudrait intervenir? Madame, je viens à vous. Alors, moi, il y a juste une question que je voudrais vous poser à vous. Savez-vous combien de fois vous avez dit jeune fille depuis le début de Non, la présentation? dites-moi, énormément. Et dites-moi combien de fois vous avez dit jeune garçon? D'accord, jeune fille, c'est pas bien? Mais il y a une C'est ça, c'est un peu connotation, il me sexiste, c'est semble, ça? hein, il y a une connotation quand on dit jeune fille par rapport aux filles, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a le côté jeune quand même. C'est ça. Et on se rend compte que c'est très utilisé, Oui. mais il reste quand même cette connotation de quelqu'un qui est dépendant, qui est jeune, qui n'est pas Alors, responsable. qu'est-ce que j'aurais pu dire? Bah, fille. Fille, tout simplement, ça aurait été beaucoup mieux. Leçon apprise. On apprend tous les jours, hein. Même à 58 ans, vous voyez, il n'y a aucun problème. J'essaie de m'améliorer à tout moment. D'autres sur moi ou sur quelqu'un d'autre, il n'y a aucun problème. Qui a envie de discuter, de nous dire un peu ce qu'il a vécu, ce qu'il trouve? Vous êtes très nombreux là et très nombreuses, donc je suis sûr que vous avez des choses à dire. Monsieur, je viens à vous. Merci pour vos interventions. J'ai trouvé l'accent sur le langage et l'importance du langage très intéressant. Mais d'autres pays européens n'ont pas la même utilisation du langage, où il n'y a pas de féminisation de la même manière. Comment est-ce que ça se compare en termes de statistiques dans des formations d'ingénieurs dans d'autres pays? Ce qui ne veut pas dire que je néglige le côté langage, hein, c'est pour séparer les variables. Je peux peut-être répondre, enfin en tout cas partiellement. Effectivement, la question de la féminisation des études dans ces domaines-là est intéressante quand on regarde, par exemple, les pays du Maghreb. Hein. C'est connu qu'effectivement, si on prend Maroc, Algérie, Tunisie, c'est qu'il y a un taux, on va dire, dans les 40-50%. Donc, c'est intéressant à voir. Je sais que j'avais eu aussi le taux pour l'Allemagne, où là, par contre, c'était plutôt en retrait. Là, je n'ai pas tous les chiffres comparatifs, peut-être que... Mais en tout cas, juste pour... La comparaison qui serait intéressante à faire, c'est avec les pays anglophones, où on n'a pas le masculin et le féminin. Dans les pays anglophones, ils sont aussi... En fait, ils sont comme nous. Globalement, c'est les pays occidentaux où on a une sous-représentation des femmes en sciences. Et le Maghreb et les pays arabes, il y a ce qu'ils appellent le paradoxe des pays en voie de développement, où il y a beaucoup de femmes dans ces métiers scientifiques et techniques. Alors là, ce n'est pas lié au langage, c'est plus lié à l'indépendance que peut apporter l'éducation et l'autonomie. Là où, dans nos pays occidentaux, c'est quelque chose qui n'est plus aussi important, malheureusement, où on a malheureusement des femmes qui se disent je vais me marier, avoir un mari et puis ça ira bien. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup aux États-Unis, justement, pays anglophones, cultures différentes. Mais effectivement, dans ces pays-là, dans les langues anglophones, on n'a pas le féminin, le masculin, mais ça ressort quand même. Par contre, c'est un levier qu'on a en France avec le français. Et c'est un levier qui fonctionne clairement. Parce que, donc nous, là, j'ai parlé des actions de tous les jours. Chose qu'on fait également, c'est que quand on a des admissions sur titre, on fait plus attention aux dossiers de femmes pour pouvoir rentrer des femmes supplémentaires dans la filière. Et autre... Qu'est-ce que ça veut dire, faire plus attention? Eh bien, on va un peu plus en profondeur parce que les codes pour rédiger des dossiers sont importants. Et les garçons ont les codes et les filles n'ont pas les codes. Donc les garçons savent mieux présenter leur dossier, mieux mettre en avant ce qu'ils font. Ils font un petit truc et ça devient 3 lignes dans le dossier, là où une femme va dire non, je ne veux pas écrire ça, de toute façon c'était mon loisir de la semaine dernière, en caricaturant un petit peu. Et du coup, en allant rechercher des dossiers qui, a priori, sur le papier, ne sont pas égaux, mais quand on connaît les difficultés des femmes pour arriver là où elles sont, plus l'éducation qui fait qu'on a tendance à mettre moins en avant ce qu'on fait, eh bien, il faut aller rechercher des dossiers pour pouvoir bien les regarder et bien considérer les candidatures et pas les éliminer en se disant non. Voilà.
Est-ce que c'est une manière de rétablir une forme d'équité? C'est une manière que j'ai choisie, oui. Alors moi, je pense que c'est important que cet écart existe en France, dans le langage français, parce que ça amène une vigie. On fait attention, on est perturbé, et en étant perturbé, on fait évoluer, on casse des stéréotypes, on évolue dans sa représentation. Par exemple, sur des représentations, on assiste quand même beaucoup à des conférences. Je veux dire, il y a 15 ans, s'il y avait une table ronde où il n'y avait que des hommes, ça ne gênait pas. Maintenant, la vigie s'installe. On regarde, on dit ah ben non, ça ne va pas, là. Et de quoi on parle? On a besoin d'égalité. On a une vigilance qui va vers l'égalité. Et je trouve que le langage amène à perturber. Vous avez dit qu'il y avait un détail cérébral. Je trouve que l'image est très bien parce que ça fait un déclic tout à fait pertinent. Alors j'ai des questions qui ont été posées là par QR code, donc on va peut-être récupérer le micro côté Céline Ternon. Merci infiniment. Oui, il y a quelqu'un, l'une d'entre vous m'a dit, merci beaucoup, m'a dit que au Maroc, en revanche, il y a beaucoup de femmes ingénieures au Maroc. Est-ce qu'on peut vous entendre là-dessus, Madame de Cany? Oui, en fait, c'était un petit peu la réponse, le début de réponse que je faisais sur le taux de femmes dans les écoles ou les formations, on va dire, scientifiques et techniques au Maghreb. Effectivement, c'est un moyen d'émancipation, hein, c'est ce qui a été montré. Alors, il y a aussi dans des pays, je crois plus du côté Malaisie, Indonésie, où là, on a vu qu'il y avait, par exemple, un taux important de femmes dans des écoles, enfin dans des établissements dans le domaine du numérique, parce que c'était une manière de concilier un travail à la maison. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait que les femmes reviennent à la maison, c'est pas ce que j'ai dit. C'est simplement qu'on a vu, étonnamment, une poussée sur le numérique. Chose qui existait déjà en France aussi dans les années, début des années 80. Il y a les travaux d'Isabelle Collet qui sont connus sur le sujet et qui sont très intéressants sur la diminution du nombre de femmes dans le domaine de l'informatique, du numérique. Et puis maintenant, on récupère effectivement un taux assez faible et c'est un peu compliqué de remonter dans les chiffres. Pourquoi? Parce qu'au départ, ça a été perçu comme de la bureautique, hein, pour faire court, et que maintenant, on le voit avec des métiers rémunérateurs, hein, et donc les hommes se sont emparés au début des années 90. Là, je parle de la France en particulier, mais pas que. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et pas mal d'enseignantes chercheuses, par exemple, qui sont originaires du Maghreb. On le voit, en tout cas, dans tout ce qui est, par exemple, génie électrique, automatisme, etc. Alors qu'en France, c'est un peu plus compliqué de faire émerger des profils de ce type-là. Xavier Gauchard, quelqu'un écrit ceci, vous allez nous dire si c'est vrai ou pas. L'éducation nationale française interdit l'écriture inclusive, contrairement à d'autres pays. Oui, il y a un décret qui interdit cette écriture inclusive, oui. Qu'est-ce qu'on appelle l'écriture inclusive? L'écriture, avec le point médian. Ah, le point médian, Oui, qui n'est pas toute l'écriture inclusive. Mais non, l'écriture inclusive dans sa voie générale, c'est-à-dire avoir un ton neutre et inclusif, surtout sur des domaines, mettre ingénieur E et ingénieur S est intéressant parce que ça ouvre dans la lecture au champ. Et là, on a ce qui est interdit, le droit de voir c'est le point médian, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ok, alors on vous pose une autre question. Alors on a beaucoup parlé, c'est vrai, hein, on a beaucoup parlé de... Alors attendez, je reprends la question. Voilà. Cette question de l'écriture, hein, et on nous dit qu'est-ce qu'on peut faire à part une écriture plus inclusive, plus genrée, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien peut-être que c'est le moment de parler du plan oui, alors, filles et maths. Le plan maths avait trois axes. L'un qui est autour de la sensibilisation à la formation. Il est tout à fin mai 2025. Hein. Voilà, c'est le 7 mai 2025. Il a été annoncé en conférence de presse par la ministre d'État Elisabeth Borne. Donc, un pilier autour de la sensibilisation. Donc, l'idée de sensibiliser tout le monde aux stéréotypes.
on ne va pas les supprimer, les stéréotypes, il faudrait être un peu idéaliste. On voudrait quand même les casser, bien sûr, les diminuer, mais l'idée, c'est d'en être davantage conscient au fur et à mesure. Ne serait-ce, on peut voir, par exemple, il y a des études qui montraient sur les bulletins scolaires. Les bulletins scolaires sont très genrés, avec des appréciations qui sont plutôt de l'ordre de l'intuition, des compétences chez les garçons et plutôt de l'attitude chez les filles. On ne verra jamais, on voit très rarement sérieux au masculin. On voit sérieuse, mais plutôt... Alors pourquoi Et puis en plus, ce n'est pas ce qu'on attend d'un bulletin. Un bulletin, c'est rendre compte du travail, des progrès, de ces éléments-là qui renseignent sur ce qu'on a fait. Donc, travailler sur la sensibilisation aux stéréotypes et de prolonger ça par une formation, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un objectif d'augmenter dans toutes les filières la proportion des filles, donc aussi bien dans les enseignements de spécialité qu'en CPGE ou dans toutes les filières qui ont été détaillées par les collègues tout à l'heure. Et puis de créer aussi, parce que l'orientation se choisit beaucoup au niveau de la fin du collège. Il y a quelque chose qui est important. Et donc là, sont créées des classes à horaires aménagés, mathématiques et sciences, qui se mettent en place. Elles ouvrent quand? Elles ouvrent tout de suite, là, le 1er octobre. Elles ont ouvert, là, voilà, à la rentrée. À la rentrée. Classe à horaires aménagés spécialisées mathématiques. Il y en a 60, sciences. entre 65 et 70, parce que le chiffre évolue tous les jours. Je vois ma collègue qui opine du chef, et c'est vrai que ça bouge. Et l'autre point, si c'est... Alors, je me permets de vous interrompre, parce que vous avez oublié quelque chose d'important. C'est que, si j'ai bien compris, ces classes à horaires aménagées, dites-moi si je me trompe, ne peuvent pas ouvrir si elles ont moins de 50% de filles. Oui, elles sont organisées pour ouvrir à 50% de filles. Ah oui, d'accord, ça c'est essentiel. Oui. Pour être égal. Oui, il n'y a pas possibilité de les ouvrir autrement. Oui. Voilà. Et puis le troisième point, c'est ouvrir les horizons et susciter des vocations en continuant, ce qui existait déjà beaucoup, mais ces rencontres avec des rôles modèles. Toutes les associations que vous portez, vous faites ça depuis longtemps, mais ça a un impact. On a montré, il y a des études qui montrent que ça a un impact. À partir du rôle moment modèle, ça veut dire faire venir quelqu'un en classe qui, du coup, serait une femme. Voilà, je pense que je vais laisser parler les professionnels. Non, mais tu es terminé, puis on va voir l'exemple de Anne de Cagny qui connaît ça par cœur, mais expliquez-nous le principe. Le principe, c'est donner à voir que l'ingénierie, les mathématiques, la physique, l'informatique, c'est affaire de tous, de toutes et tous. Et donc, la présentation du métier, si elle est faite par des femmes ingénieurs, des femmes informaticiennes, des femmes mathématiciennes, elle montre à des élèves que oui, c'est possible. Dans un rôle de proximité, on n'est pas toujours obligé de montrer Marie Curie. Il y a d'autres personnes. Voilà, on montre des personnes qui sont proches et qui, dans tous les domaines de ces métiers, puissent représenter quelque chose de possible. C'est ouvrir le champ des possibles. Et alors, il y a aussi le fait que les enseignants, là, à cette rentrée, ont été formés spécifiquement aux questions de stéréotypes, de genre, etc. Oui, alors normalement, il devait y avoir une sensibilisation obligatoire de 2 heures d'ici le 15 septembre. C'était une obligation. Bon, dans les faits, il faut regarder, ça n'a pas forcément été très bien suivi. Il y avait beaucoup de points à regarder. Ça n'a pas toujours été considéré comme prioritaire. Et là, c'est aussi quelque chose qui montre qu'on n'a pas forcément conscience de la gravité du problème. Mais bon, c'est juste... Ça hoquette, ça va repartir. Hoquette. Mais il faut relancer. Anne de Cagny, alors vous connaissez ça très très bien, ces rôles modèles. Oui, alors sans parler vraiment de rôle modèle en mettant sur un piédestal, c'est pour ça que vous avez raison de parler de Marie Curie. Bon voilà, il n'y a pas forcément plein de Marie Curie, mais par contre, il y a plein de femmes qui travaillent au quotidien et qui peuvent expliquer leur métier. C'est ce que nous faisons très régulièrement. Donc en présentiel pour une bonne partie de notre activité, en collège, lycée, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. J'en profite pour signaler une opération que nous reconduisons pour sa 5e édition, qui est Ingénieur, c'est pour moi. C'est un forum en distanciel le 27 novembre prochain. D'ailleurs, je remercie au passage le soutien très fort du ministère sur la partie éducation nationale, bien évidemment, mais aussi enseignement supérieur.
Concrètement, quand on rencontre des jeunes, De quoi est-ce qu'il s'agit, ingénieur pour moi? Racontez-vous. 27 Ingénieur, novembre. c'est pour moi. Voilà, donc C'est quoi il va y avoir un métaverse où en fait les intervenantes et intervenants, parce qu'il n'y a pas que des femmes qui vont pouvoir intervenir, vont témoigner de leur métier d'ingénieur, de cadre technique. Voilà. Je précise qu'on n'a pas besoin d'avoir le diplôme d'ingénieur au sens CTI du terme, Commission des titres d'ingénieur, pour adhérer à Femmes Ingénieurs. Donc on est dans une acception large en fait du métier dans le domaine de l'ingénierie. Et donc par grande thématique, il y aura plusieurs prises de parole. Et en face, on va dire, via écran interposé, il y aura des classes de collège et aussi de lycée. Si je repars de la dernière expérience, on avait plus de 8000 connexions avec une majorité de collèges. Donc là où justement il faut mettre le paquet pour faire découvrir les métiers, et donc après il y a un échange par chat, etc. Et l'intérêt, c'est notamment dans des zones peu desservies par des salons, des forums, comme des zones rurales ou des endroits où voilà, ce genre de choses ne sont pas forcément organisées, et ça permet justement cet échange en complément des interventions en présentiel tout le long de l'année, qu'on fait devant les garçons et les filles en classe, et ce qui permet aussi au passage aux garçons de voir qu'il y a des femmes qui exercent ce type de métier. Et ça permet justement par rapport, alors on parlait des stéréotypes, je me souviens d'être intervenue d'ailleurs dans le cadre de l'opération FIRST, qui est pilotée par l'UPSTI, et j'étais intervenue dans une classe de terminale, d'ailleurs c'était dans mon lycée d'origine, exceptionnellement j'étais dans ma ville d'origine. Et j'ai eu l'occasion après de m'entretenir salle à salle avec une jeune fille qui pensait faire médecine. Une fille. Oui, là, elle était quand même jeune. Parce que une fille qui, en fait, se disait « je vais faire médecine ». Pour elle, c'était ça. Et en fait, quand je lui ai fait découvrir qu'il y avait des métiers d'ingénieur dans le domaine médical, sous différents angles, que ce soit les matériaux, que ce soit l'optronique, c'est-à-dire la conjonction de l'optique et de l'électronique pour, par exemple, détecter des tumeurs cancéreuses, eh bien, j'étais contente parce que j'ai vu, ah oui, ça existe. Voilà, donc il y a aussi tout ce travail qui est un travail un peu de fourmi, mais qui vient aussi en complément d'actions plus larges qu'on peut faire. Ce travail de fourmi qu'on peut faire en complément d'actions plus larges. Alors, il y a une autre question. On vous demande, alors c'est peut-être une question pour toutes les deux, peut-être à vous, Céline Ternon, on vous dit quelles actions concrètes les institutions d'ingénierie peuvent-elles entreprendre pour susciter davantage de vocations féminines dès le lycée? Les institutions d'ingénierie. Former les enseignants et les enseignantes de lycée à lâcher leurs stéréotypes et à encourager les filles autant que les garçons à aller dans les classes préparatoires et à aller les chercher aussi, parce que en terminale, quand une fille a 16 de moyenne en maths, elle se dit « je suis pas sûre d'avoir le niveau », alors qu'un garçon avec 11, il se dit « oh bah si, je vais y aller, ça va passer ». Et j'ai la même chose à l'école d'ingénieur. On a des bourses pour le quantique, il y a beaucoup de bourses pour le quantique, des bourses d'études. Et l'année dernière, j'ai envoyé à tous les étudiants qui se destinaient à notre filière, étudiants et étudiantes, le dossier de bourse. On a reçu 15 candidatures de garçons et une fille. Et là, j'ai repris les souhaits des élèves, j'ai regardé, je dis mais non, ça va pas du tout, il y en a plus que ça qui veulent venir chez nous, il y a plein de jeunes filles qui veulent venir chez nous. Je les ai contactées, je leur ai envoyé un email à toutes en leur disant voilà, la limite de dépôt, c'est après-demain. Je vois que vous n'avez pas candidaté alors que vous voulez venir dans la filière. J'entends, si vous ne souhaitez pas faire du quantique, pas de problème. Mais si vous souhaitez faire du quantique, candidatez, vous avez le niveau. Il y a un de vos collègues masculins, il a candidaté, il a 11 de moyenne. Donc, et elles avaient 14, 15, voilà. Donc j'ai été les chercher par la main. Je leur ai dit, voilà. Il faut faire du détail, Candidatez et allez-y. Et je pense qu'on a un peu le même phénomène pour les classes prépa. Les filles n'y vont pas, elles pensent qu'elles n'ont pas le niveau. Enfin, manque de confiance en soi parce
parce que depuis toujours, elles ressentent que ah ouais, mais quand elles lèvent la main en classe, déjà on va les laisser, on va d'abord chercher les garçons, à faire répondre les garçons. Et donc là, quand vous dites ça, c'est prouvé scientifiquement, ça a été calculé. Oui, D'accord. ça a été observé. Et En France ou ailleurs en France, Ouais. placer une caméra dans une salle de cours à n'importe quel enseignant qui est convaincu de s'adresser pareil aux garçons et aux filles, placez-leur une caméra et après, on regarde tout seul, toute seule chez soi, parce que c'est jamais agréable de se regarder et c'est surtout pas agréable de se rendre compte qu'on n'est pas juste et qu'on n'est pas équitable et qu'on ne traite pas pareil les l'image filles qu'on et les se fait de garçons. soi-même. Ah non, parce qu'on n'est pas comme ça. On s'y efforce parfois pour certains d'entre nous. Non, on n'est pas comme ça. Et malheureusement, nos acquis, notre éducation, la société actuelle fait que même si on pense qu'on est pareil avec tout le monde, on a des biais. On a des biais. On a des biais, on Même a tous si, des biais. C'est obligé, sinon on ne peut voilà. pas vivre. En fait, les stéréotypes, on ne peut pas s'en affranchir parce que notre cerveau, il ne peut pas traiter toutes les informations. Et les stéréotypes, on en a besoin. Tous les animaux qui ont une crinière et qui ressemblent à des lions, on les a mis dans la case animaux dangereux. Et c'est important parce que ça nous sauve la vie. Et donc le cerveau, il fait des cases, il est obligé, sinon on ne peut pas traiter l'information. Donc on est obligé d'avoir des stéréotypes. Par contre, on n'est pas obligé de se laisser mener par nos stéréotypes. On n'est pas obligé de se laisser mener par nos stéréotypes. Encore faut-il prendre conscience des stéréotypes qui sont les nôtres et des stéréotypes qu'on véhicule. Ouais. Quoi. Plus on est convaincu qu'on n'en a pas, plus on a des comportements biaisés. Ça, c'est démontré. Il y a une étude du CNRS C'est intéressant. qui le fait. Plus on est convaincu qu'on n'a pas de stéréotypes, qu'on n'est pas biaisé, plus on l'est en réalité. Tout à fait. Bon, c'est bon, voilà. Ça, c'est un Et takeaway. on peut tous et toutes faire le test de biais implicite, test d'association de biais implicites sur le genre. Quand je l'ai fait, j'étais désespérée. Alors ça consiste en quoi, d'un mot? C'est des associations. On associe des mots. Alors, pour le genre, on va associer des mots de genre des métiers scientifiques et techniques avec des prénoms féminins, par exemple, ou masculins. Et c'est beaucoup plus difficile d'associer les prénoms masculins au domestique et les prénoms féminins à la carrière, pour tout le monde. Et donc, moi, quand je l'ai fait, je dis, je suis désespérée. Bah oui. C'est vrai qu'on prend un petit coup, quoi. On se rend compte que l'image, qu'en réalité, on n'est pas aussi fiable que ce qu'on imagine, quoi. Et autre chose, je pense qu'il faut qu'on arrête de dire aux filles et aux femmes qu'elles sont responsables de ne pas être là. Il faut qu'on arrête de dire mais bouge-toi, allez, t'as envie, fais-le. C'est super. Non, il faut qu'on dise à la société. Xavier Gauchard, on arrête de dire aux femmes, aux filles, là, c'est bien, viens, il faut avoir quelque chose de beaucoup plus neutre. C'est pour ça que dans les solutions, aux garçons et aux filles en même temps. On parle plutôt de pédagogie égalitaire, de viser l'égalité, de viser une solution qui n'existe pas. Parce que dans la réalité, on interroge plus souvent les garçons que les filles dans la classe. On a des appréciations scolaires qui ne sont pas les mêmes pour les garçons et pour les filles. Et donc, on fait attention à avoir le même type de démarche quand on fait une appréciation scolaire pour les garçons et pour les filles. On fait la même chose pour l'évaluation. Les évaluations, elles sont... il y a des études qui montrent que si elles ont un côté compétitif, elles vont favoriser les garçons par rapport aux filles. Si elles ont un côté... c'est pas grave, ça compte pas, ça va favoriser les filles par rapport aux garçons. Si elles ont un côté formatif, elles vont être égalitaires. Donc on essaye de défendre cette évaluation plus formative, de réflexion sur c'est normal qu'on se trompe, on est là pour réussir et on va progresser, quoi. Donc c'est plein de choses comme ça. On a des réflexions sur la pédagogie égalitaire qui n'est pas là pour stigmatiser. Quand on dit, par exemple, les professeurs qui nous racontaient qu'ils interrogeaient à tour de rôle une fille et un garçon, ils disaient mais on le fait parce que ça devient normal. On n'est pas là en disant « Ah tiens, oui, faut pas que j'oublie d'interroger une fille », parce que là, c'est contre-productif, c'est l'effet contraire. Donc c'est vraiment de ne pas stigmatiser, de ne pas culpabiliser. C'est pas les filles qui se censurent, elles sont censurées de par les stéréotypes. C'est vraiment quelque chose dont tout le monde doit prendre conscience. C'est ça, elles sont victimes de la société patriarcale dans laquelle on vit. Ce sera le mot de la fin. Alors, à moins qu'Anne de Cagny, vous souhaitiez ajouter un dernier mot, je vous en prie. Oui, c'est juste, je voulais rebondir sur de réfléchir un petit peu, pour, par exemple, donner la parole, etc. Et ça me rappelle l'organisation d'un grand événement qui rassemble des personnes d'entreprise. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je suis rentrée dans le comité de pilotage de cet événement.
Et la première fois que j'y étais, je me suis dit, mais à chaque fois, le nom qui sort naturellement des différentes personnes autour de la table, c'est toujours, ou presque toujours, un nom d'homme. Donc, dans le retour d'expérience, j'ai dit, là, pour la prochaine fois, il faut vraiment se discipliner pour se creuser un peu les méninges et donner un petit peu plus de noms de femmes. Après, on fait un choix, hein, mais en tout cas, ne pas se laisser embarquer par une vague, voilà, on ne réfléchit pas. Et voilà. Merci infiniment à tous les trois, Merci. Céline Ternon, Merci Anne beaucoup. Decany et Xavier Gauchard. Et si vous pensez ne pas être biaisé, attention, c'est les signes que vous l'êtes. Voilà, on a compris. Merci infiniment, je vous laisse revenir en salle pour qu'on puisse aller aux conclusions.